Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous de l'actualité de l'année en amphi, qui aura pour thème « La situation des retraites impose-t-elle une nouvelle réforme ?» Un sujet vaste et complexe que nous allons tenter donc en une vingtaine de minutes de traiter avec mon collègue Soufiane. Bonjour Alida, bonjour à tous. Il ne vous aurait pas effectivement échappé que le sujet est au cœur des débats actuels jusqu'à encore hier soir tard, et ce depuis la remise en juillet 2019 du rapport de l'ex-haut-commissaire à la réforme des retraites, M. Delevoye, qui a été suivi par la publication d'un certain nombre de réflexions sur le sujet, parmi lesquelles le 8e rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites sur l'évolution et les perspectives de retraite en France, et jusqu'à ce mois-ci, la remise du rapport de la Commission internationale Blanchard-Tirole sur le sujet au président de la République. Cette actualité nous pousse donc à nous interroger sur la pérennité de notre système de retraite, sans toutefois oublier sa finalité. Mais avant de répondre à ces questions, rappelons-nous ce qu'est la retraite. La retraite, c'est donc l'état d'une personne qui a cessé toute activité du fait de son âge et qui a droit à une pension. Effectivement, et cet état a été rendu possible par une structuration progressive de notre système de retraite depuis la création de la Caisse des Invalides de la Marine au XVIIe siècle par Colbert, jusqu'à la Libération, qui a vu la création et la structuration des régimes de retraite tels que nous les connaissons aujourd'hui, en passant par deux dates importantes, 1850 et la création de la Caisse nationale de vieillesse, de retraite pour la vieillesse, et la loi sur les pensions civiles et militaires en 1853, deux dates que nous retrouverons un peu plus tard. Tant et si bien que la retraite est aujourd'hui un droit social reconnu dans notre bloc de constitutionnalité. Tout à fait. Et d'un point de vue actuel, la retraite constitue le premier poste de dépense de la sécurité sociale en offrant à plus de 18 millions de pensionnés des prestations qui s'élèvent à plus de 300 milliards d'euros, ce qui représente 14,7% du PIB en 2020. Alors, si cette proportion peut paraître exceptionnelle, inhabituelle, elle est effectivement le fait de la situation sanitaire et de la crise économique en tout cas de la situation économique qui a conduit cette année à une dégradation globale de l'ensemble des comptes de la sécurité sociale et donc également des retraites. Mais à cet égard, le rapport du corps ne se veut pas alarmant dans la mesure où il anticipe un retour à un niveau que l'on connaissait avant crise, en 2019 par exemple, en fonction de la reprise de l'activité dans 1 à 2 ans. Et sur le long terme, il anticipe le maintien de nos dépenses en la matière. Ce rapport nous pose donc la question de l'opportunité d'une nouvelle réforme. Tout à fait. Et donc, pour traiter ce sujet, nous vous proposons dans un premier temps donc, de vous présenter le système de retraite français ainsi que ses fragilités. Ensuite, nous verrons ensemble les différentes réformes qui auront été effectuées depuis sa création et celle qui est envisagée, pour terminer avec des propositions que nous vous soumettons pour agir au-delà du seul périmètre de la retraite. Mais avant ça, Alida, est-ce que tu peux nous rappeler les deux principes sur lesquels se fonde notre système actuel ? Bien sûr, il s'agit donc de la solidarité intergénérationnelle et de la proportionnalité aux revenus de l'activité. Proportionnalité aux revenus de l'activité parce que les droits de la retraite sont calculés en fonction des revenus d'activité, que ce soit le salaire ou les traitements que la personne a pu toucher pendant sa carrière. Les droits sont également définis en fonction de la durée de cotisation et du montant des cotisations. La solidarité intergénérationnelle vient du principe lié donc au système par répartition qui consiste donc à financer les pensions des retraités d'aujourd'hui par les cotisations des actifs. Mais ce n'est pas si simple. Effectivement, ça serait bien simple si c'était aussi simple. Parce que notre système est aujourd'hui le résultat d'une lente stratification qui a vu s'ajouter les régimes de base, les régimes complémentaires et surcomplémentaires, ainsi que les différents dispositifs d'épargne individuelle ou collective et supplémentaires. Tant et si bien que notre système est aujourd'hui caractérisé par 42 régimes de retraite qui en font un régime relativement complexe. Et cette structuration répond à deux distinctions, à deux visions de ce qu'est la retraite,
en lien avec les deux dates que j'évoquais tout à l'heure, 1850 et 1853. La première, c'est celle qui anime les régimes de base, dans laquelle la pension est la continuation du salaire du travailleur dans le cas où il est retiré de la vie active. Et la seconde vision est celle de la retraite complémentaire, dans laquelle la pension est la contrepartie d'une cotisation versée durant la vie active. Et donc, cette distinction a été partiellement ou de façon différenciée remise en cause par les différentes réformes qui ont lieu depuis. Tout à fait. Elles ont également exacerbé la complexité donc, du système actuel. Et donc, si les réformes qui ont été mises en place entre 1945 et 1982 étaient synonymes de progrès social, car elles étendaient la protection qui est offerte par la retraite, les différentes réformes qui ont été faites récemment, donc depuis les années 1990, se sont quant à elles concentrées sur un objectif de pérennité financière. Pour faire cela, elles ont modifié certains paramètres donc, du système en indexant par exemple les pensions au niveau des prix, en reculant progressivement l'âge de départ à la retraite, en allongeant donc la durée de cotisation. Et donc aujourd'hui, au niveau du régime général, par exemple, une personne peut bénéficier donc d'une retraite à taux plein si elle atteint donc l'âge de 62 ans, si elle a atteint le nombre d'années de cotisation, de trimestres de cotisation requis, et si elle est née après 1955. Et donc ces différentes réformes ont produit un certain effet sur la trajectoire des dépenses de retraite rapportées à notre richesse nationale. On peut s'en convaincre en en étudiant ce graphique que le corps nous soumet dans son rapport. Vous pouvez voir ici la différence entre la trajectoire telle que le corps l'anticipe après, en ce qui concerne les dépenses de retraite par rapport à notre PIB, après les différentes réformes que nous venons d'évoquer, par rapport aux différentes trajectoires qui auraient pu être celles du système si on n'avait pas fait de réforme et si on avait indexé sur les salaires ou sur les prix le niveau des pensions. Nous pouvons dire à ce stade que si ces différentes réformes n'avaient pas eu lieu, alors un problème de financement, ou en tout cas de poids de notre système de retraite dans notre économie se poserait. Mais à ceci, le corps ajoute certaines hypothèses. Nous venons d'étudier l'hypothèse la plus, disons, pessimiste, au sens où ce niveau serait le plus élevé, mais le corps anticipe que ce niveau devrait évoluer à l'horizon 2070 entre 13% et 11,3% du PIB. Ceci en prenant en compte l'évolution défavorable du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités, qui est aujourd'hui de 1,7, mais qui, à l'horizon que le corps considère, devrait atteindre 1,3. Et ceci en maîtrisant les déficits. Oui, et donc non seulement le système est maîtrisé d'un point de vue financier, mais également il offre une protection qui est meilleure en France qu'ailleurs, notamment au niveau de l'âge de départ à la retraite, nous l'avons dit tout à l'heure, qui est fixé à 62% pour la plupart des cas, mais également au niveau de la durée de retraite qui est plus avantageuse donc en France qu'ailleurs. En effet, la moyenne de l'OCDE se trouve à 21 ans, quand en France, la durée de retraite s'évalue à 24 ans. Tout à fait. Et au-delà de ces questions purement démographiques, le système de retraite français offre également une meilleure protection du point de vue du niveau de vie par rapport aux pays comparables. Et ce, notamment en termes de taux de remplacement, puisqu'en France, il est supérieur de près d'un tiers à la moyenne des pays de l'OCDE. On peut également s'en convaincre en regardant le taux de pauvreté des retraités, qui atteint en France, selon Eurostat, 7,3%, alors que, par exemple, en Allemagne, où la répartition est le régime par répartition est moins répandu, ce taux de pauvreté atteint 18,7%. Et ceci grâce principalement à un système par répartition et un ensemble de dispositifs de solidarité qui permettent de limiter ce taux de pauvreté chez les plus précaires. Et ceci se traduit
comme vous pouvez le voir sur cette autre graphique du corps, par un niveau de vie plus élevé en France, chez les retraités, comparativement au niveau de vie des actifs. Celui-ci est quasiment équivalent en France et il présente la particularité d'évoluer faiblement entre l'entrée et la fin de la retraite. Et comme vous pouvez le voir ici, entre ces deux indicateurs, et cette évolution est bien plus faible en France que ce qu'elle est, par exemple, dans un pays qui a déjà connu une réforme des retraites de type universel, la Suède, ou encore des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où la retraite est plus une affaire de capitalisation. Et donc, si on fait une petite pause ici et qu'on réfléchit à cette double évolution, d'un côté, le maintien par rapport au PIB de la part de richesse nationale consacrée aux retraites, et de l'autre, la hausse du nombre de retraités due au vieillissement de la population et due à l'allongement de l'espérance de vie, on peut se poser la question de savoir comment évoluerait ce niveau de vie des retraités quand on sait par exemple qu'en 2018, selon l'INSEE, le taux de pauvreté des personnes âgées a augmenté de plus de 1,1 point et est désormais supérieur à celui des personnes en recherche d'emploi. Et donc c'est tout ceci qui nous oblige donc à envisager de nouvelles réformes et nous amène à analyser l'opportunité de la réforme Delevoye qui, dans sa version initiale, propose un certain nombre de chantiers qui bouleverseraient notre système actuel. Premièrement, donc, il propose la fusion de l'ensemble des régimes existants actuellement en un régime unique qui serait basé par répartition par points. Et donc cela obligerait donc l'organisation de la branche retraite à se restructurer et à travers donc la création de la Caisse nationale de retraite universelle, CNRU. La réforme propose également un principe d'universalisation donc par points qui, selon le modèle donc des régimes complémentaires actuels, est basé sur un principe une répartition donc par points qui permet d'intégrer donc l'égalité, et donc pour 1 € cotisé, tous les actifs auraient droit donc au même niveau de pension, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur secteur d'activité. Et donc tous ces changements impliquent donc une profonde restructuration, un profond changement de notre système actuel, et c'est ce qui a amené donc les différentes critiques auxquelles la réforme a été soumise. Effectivement, dans la mesure principalement où cette réforme ferait passer le système d'un système de répartition par annuité à prestations définies à un système de répartition par points à cotisation définie. Et c'est la raison pour laquelle la réforme est critiquée principalement. Parmi ces différentes critiques, la première, celle que nous avons vue, est celle de l'urgence relative des besoins en termes de financement du système. Tout à fait. On a également donc les conséquences de l'âge d'équilibre qui ont été évoquées. En effet, donc l'âge d'équilibre introduit donc une nouvelle façon de piloter qui se reposerait donc sur l'âge légal et non plus sur le point. Et donc ça conduirait par exemple dès 2025 donc à faire reculer l'âge de départ à la retraite et le faire passer à 64 ans. La valeur du point est également questionnée parce qu'il a un caractère évolutif et ajustable dans le temps. Et par ailleurs, pour terminer, la réforme ne rompt pas avec, disons, l'évolution du système vers plus de capitalisation en posant la question de l'équité face à la retraite entre les salariés bénéficiant des salaires les plus importants et les salariés n'en bénéficiant pas, posant la question à la fois de l'équité et de la participation de tous à la solidarité intergénérationnelle. Et donc, pour répondre à toutes ces problématiques, nous proposons donc un certain nombre de solutions qui viendraient améliorer le système existant. La première d'entre elles, donc, c'est de simplifier les règles applicables avant de simplifier donc les régimes.
L'idée, c'est d'apporter donc la garantie à tous les bénéficiaires d'un même régime d'avoir les mêmes droits, quelles que soient les générations, donc d'éviter qu'il y ait des changements d'une génération à l'autre, et également d'apporter de la clarification à un système qui est déjà très compliqué, notamment en développant, en généralisant donc les rendez-vous de la retraite qui sont mis en place par la CNAV et l'AGIRC-ARCO. Notons que cette année, 40 000 entretiens ont été menés dans ce cadre-là. Une autre piste d'amélioration serait de se concentrer sur l'amélioration de l'égalité homme-femme, dans la mesure où, durant la vie active, les conditions de carrière des femmes sont plus heurtées, plus exposées au temps partiel, subi ou choisi, naturellement à la maternité et à diverses interruptions de carrière pour raisons familiales principalement. État de fait qui conduit à voir les retraites féminines inférieures de près d'un quart aux retraites des hommes et que nous pourrions chercher à corriger en créant par exemple une majoration de la pension de retraite dès le premier enfant, comme le prévoit par exemple la réforme de Levoy, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui puisque c'est à partir du troisième enfant, mais ceci pour la mère et non au choix entre le père et la mère, car on le sait, les retraites masculines étant plus importantes, c'est bien celle-ci qui serait logiquement choisie en cas de majoration de l'une des deux. Et donc nous proposons également, pour lutter contre la pauvreté des personnes retraitées, d'aligner donc le niveau de l'ASPA au seuil de pauvreté, soit 1 041 €, le faire passer à 903 à 1 041 €. Nous proposons également d'apporter donc de la cohérence en augmentant le minimum contributif et en l'alignant au niveau du SMIC. Et au-delà de ces différentes mesures plutôt ponctuelles d'amélioration de notre système déjà existant, et afin d'essayer d'apporter quelques éléments, un peu de plus-value, disons, au débat public, quelques éléments qui sortent du champ restreint des retraites, il nous paraît, à ce moment de notre exposé, important de traiter des sous-jacents qui sous-tendent notre système de retraite. Puisque, avant d'être des retraités, les retraités sont des jeunes, des étudiants, des travailleurs. Et il appartient donc, disons, à ceux qui pensent la réforme des retraites, d'étudier l'ensemble des politiques publiques qui, de près ou de loin, concourent à l'équilibre de ce système et à son caractère protecteur. C'est la raison pour laquelle, principalement, la politique familiale devrait prendre en compte différents facteurs qui permettent, de près ou de loin, de concourir à la natalité. Nous proposons également donc d'améliorer donc l'offre de formation qui est proposée aux personnes en investissant donc sur l'instruction, ce qui aurait une incidence donc sur leur qualification et contribuerait également à augmenter leurs revenus. Nous proposons également d'agir sur la politique de l'emploi en faisant en sorte que toutes les offres sont non pourvues. Selon Pôle emploi, il y en a environ 350 000 chaque année qui sont non pourvues, du fait notamment du manque de qualification, soit accompagnées. Donc l'objectif, c'est de proposer une réponse à l'offre de la demande d'emploi. Notons également que l'emploi des seniors est un sujet qui mériterait notre attention. On sait aujourd'hui que 53% de seniors de plus de 55 ans seulement sont dans l'emploi. Tout à fait. Et pour terminer, après avoir évoqué au début de notre présentation la question des dépenses qui sont liées à notre système de retraite, il peut paraître intéressant de se questionner sur la question des recettes. Parce que la question de l'assiette et du taux des cotisations qui permettent de financer notre système pourrait être posée. La question de la mise à contribution des revenus du travail, et donc des salaires ou des autres revenus d'activité, principalement issus du capital, pourrait également être posée. Et pour terminer, au-delà de la solidarité intergénérationnelle entre générations, il pourrait être intéressant de mener une réflexion sur la solidarité intragénérationnelle au sein même de la population des retraités, afin de faire en sorte que la retraite qui, aujourd'hui, en fait, le reflet des inégalités de la vie active, le soit moins, et de mettre à contribution les retraités les plus aisés pour limiter les disparités avec les plus humbles.
Et donc, pour conclure, nous avons tenté succinctement donc, de vous présenter notre système de retraite avec ses origines, ses objectifs, ses transformations, ses fragilités, mais également ses forces. Nous aurions bien aimé également évoquer par exemple l'articulation de notre système de retraite avec la toute jeune 5e branche de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la dépendance et son financement. Nous avons hélas légèrement manqué de temps, mais nous espérons que ce sera utilement le sujet d'un futur rendez-vous de l'actualité. Mais alors, dis-nous, Jamy, la situation des retraites impose-t-elle une nouvelle réforme? Eh bien, oui, mais pas dans l'urgence. Merci à tous. Merci.